bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, pardon. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Merci pour ces deux beaux documentaires. Alors moi je ne vais pas poser un grand nombre de questions parce que l'idée c'est qu'il y ait vraiment un échange avec la salle. Mais dans le premier documentaire, il y a beaucoup d'histoires qui sont une histoire en profondeur, une histoire de mémoire, des chansons de ces femmes, de leur histoire individuelle, avec ce qu'elles portent comme dans leur chant, les femmes courage, vous les avez appelées, les chants des femmes courage, des chants des femmes dans la souffrance aussi, il me semble avoir entendu dans leurs chansons. Alors, et évidemment, de cette histoire, de ce documentaire, une première question me vient. Comment avez-vous rencontré ces femmes? Comment se livrent-elles? Quelles sont ces chansons que l'on entend et que l'on découvre dans les paroles quand on n'est pas kabyle, de ce qu'elles nous disent? Comment vous avez construit un peu, et dans ce documentaire, tout cet univers de ces femmes en particulier? Alors du coup, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Alors le projet en fait de base était né de ma volonté de faire un film sur le chant Ashwik, qui est un chant traditionnel kabyle exclusivement féminin à l'origine, qui après s'est un petit peu transformé. Et alors moi ma grand-mère chantait, donc moi je suis, ma mère est kabyle, mon père ne l'est pas, donc je suis, on va dire, de double origine. Voilà, comme on voit dans le documentaire, on ne sait plus comment se définir. Et du coup, j'avais envie de faire un travail sur ce chant parce que j'avais rencontré seulement des vidéos d'un peu de mauvaise qualité, des enregistrements, et je trouvais ça un peu triste en me disant c'est vraiment un chant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce chant, les femmes chantent pour s'exprimer de base individuellement, pour raconter leur vie et leur souffrance. Et donc en fait, c'est un chant qui est effectivement lié souvent beaucoup à la souffrance, puisque c'est plus aisé de se détacher de ses souffrances en chantant. À l'origine, c'était comme le blues, en fait, il était chanté pendant les travaux physiques. Et c'est pour ça qu'il est a cappella, c'est parce qu'en fait, on avait les mains qui étaient occupées, et du coup, on chantait pour se donner du courage. Et d'où vient aussi pour moi, après la continuité, le chant des femmes courage. On continue, même si on n'est plus sur un travail physique, mais on est sur une sorte de liberté émotionnelle. Et donc je trouvais ce chant magnifique dans ce qu'il était à la fois politique, parce que de savoir que c'était un chant exclusivement féminin, qu'on avait le vécu des femmes qu'on n'entend pas très souvent, il faut le dire, et que ce chant pouvait nous raconter vraiment leur point de vue, leur expérience, leur vécu, et c'était moi aussi ce que je portais en héritage d'une certaine manière. Donc j'ai fait ce travail pendant, on va dire, à peu près 1 an, mais je l'ai fait d'abord en France. Parce que il faut savoir qu'avant ce film, moi j'étais jamais allée en Algérie. Ce film a été un petit peu une première. Et en France, j'ai découvert énormément de femmes qui continuent à chanter, qui aimaient beaucoup ce chant. Et on m'a mis en lien avec des personnes de la culture en Kabylie. Et au travers de ce film, j'ai pu m'y rendre. Et moi, je tenais vraiment à y aller. Enfin, je tenais vraiment à faire le film en Algérie. Je voulais pas le faire en France, parce que j'avais envie aussi pour connaître un petit peu le vécu de ma grand-mère. Je pense que c'était aussi un petit peu ça, ma volonté. Et quand je suis arrivée en Algérie pour la première fois, je suis restée quelques mois là-bas. Et de par mon envie de faire un projet autour du Ashwik, en fait, il y a eu énormément de portes qui se sont ouvertes à moi. Des gens qui voulaient vraiment m'en parler. Et j'ai fait un parcours comme ça dans les villages. Et j'ai rencontré les femmes du village de Sahel que vous voyez dans le film. Donc Oudiza Chabi, Taos, vous voyez toutes ces femmes. Et j'ai rencontré énormément de monde, mais c'est vrai que le lien que j'ai eu avec les femmes du village de Sahel était tellement fort qu'à un moment je me suis dit, mon film il sera pas sur le Ashwik en général finalement, il va être sur le vécu de Wiza, de Taos, de Fatma, parce que ce qu'elles m'offraient dans leur quotidien sans aucune gêne, elles se sont livrées facilement. Elles se sont livrées extrêmement facilement. Les sketchs que vous voyez dans le film, Wiza m'en faisait tous les soirs. C'était comme ça, je faisais tous les soirs, voilà. Et du coup, je me suis dit, là, en fait, il faut en parler. Alors, il faut savoir que j'ai fait ce film dans le cadre d'une école. J'étais à l'école à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, je suis plus dans cette école et je compte faire un long métrage documentaire sur le Ashwik, où cette fois-ci,
ce sera un petit peu plus explicatif sur qu'est-ce que c'est le Ashwick. Il y aura, on va dire, plus de données presque historiques. Là, j'avais vraiment envie de faire une immersion. J'avais envie que, en tant que spectateur, j'avais aussi envie que mon film soit un Ashwick en soi. C'était un peu ma volonté, un peu naïvement peut-être, jeune. Mais il a un véritable travail de mémoire aussi, de mémoire de Ashwick, de mémoire de ces femmes, de liberté aussi de ces femmes, parce qu'on a dit le mot souffrance, mais on peut ajouter la liberté de s'exprimer quand elles ont envie de se livrer à vous, de se raconter dans le quotidien, même avec... quand elles sont avec humour en train de parler de leur mari, quand est-ce qu'il va venir, en fait c'est un humour de souffrance quand même, quoi. Elles en rient, mais c'est un rire douloureux. Mais c'est ça qui est assez incroyable avec le Ashwick, parce que du coup les femmes, en chantant, elles parlent vraiment de souffrance, mais en fait on sent que c'est aussi ça qui leur permet de tenir. Et on sent que c'est ça qui fait que le geste du film, c'est de montrer au début ces tragiques incendies qu'il y a eu en 2021, mais de montrer qu'en fait au travers justement du courage de ces femmes qui ne se laissent jamais avoir, parce qu'il n'y a eu pas que ces tragédies-là, il y en a eu des centaines, et ben grâce au chant, grâce à ce courage-là, finalement, et ben les arbres ils vont toujours refleurir, il y aura toujours un geste. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé tellement inspirant, de me dire c'est fou d'avoir autant de courage et de force. Et d'espérance aussi. Et d'espoir et de résilience. Et que le chant, en fait, était je trouvais, l'endroit où on puisait ce courage, en fait. Je vais laisser à l'Assemblée vous poser d'autres questions dans un instant, après avoir partagé avec vous alors un autre univers tout à fait contemporain, si je puis dire. Non pas qu'il soit passéiste, hein, il est contemporain, mais je joue exprès sur ce mot contemporain, puisqu'on est dans une modernité, on est dans une avancée, on bouscule, on va déranger peut-être quelquefois, un peu dans la démarche de ce qu'on va voir, de cette volonté qu'ont ces créatrices différentes, à la fois la tatoueuse, mais aussi la danseuse, mais aussi l'autre personne qui va faire... celle qui est dans les costumes aussi, comme son nom m'échappe. Elle est de la compagnie Bladi, c'est ça? Oui, Raïsalé, la styliste, voilà. danseuse. Donc voilà des regards qui vont être attachés, ancrés dans la mazette, effectivement, c'est leur volonté, et puis qui vont aller bien loin pour qu'apparaissent quand même, naissent quand même dans cette modernité qu'elles vont avoir, la culture amazigh. Comment vous avez construit vous aussi là le documentaire et ces rencontres et toutes les explications évidemment que vous nous donnez dans le documentaire qui sont très intéressantes sur effectivement comment les tenir et comment les faire connaître, faire qu'elles soient ouvertes au monde moderne avec le tatouage en est un exemple. Les statistiques, je ne les connais pas par cœur, mais beaucoup de femmes et d'hommes sont de plus en plus tatoués. Moi, j'ai pas vu tous les 4 matins, spécialement, un nouveau tatouage kabyle. J'ai vu des tatouages d'Afrique du Sud, comment on dit, des tatouages qui sont tout à fait autres, d'autres sociétés. Mais là, il y a quelque chose de très nouveau qui apparaît. Comment avez-vous construit là justement cette recherche, si je puis dire que ça soit une recherche aussi à la fois artistique et puis identitaire? L'objectif du documentaire, c'était vraiment, ça rejoint au final, je me permets de te tutoyer, ton objectif de conservation. C'est pour le coup toutes les personnes que j'ai pu interviewer, donc de Aïda à Raïssa, à Naïra, à Sarah, c'est toutes des personnes qui justement sont inscrites dans leur environnement, dans leur contemporanéité, mais en même temps qui ont vraiment envie d'ancrer, d'écrire, de conserver le patrimoine, le peu de patrimoine qui leur a pu être transmis. Et donc elles le font toutes à leur manière. Elles sont toutes d'âge plus ou moins différent. On va dire que la personne la plus âgée du documentaire a 40 ans.
Je dis pas que c'est âgé, je dis juste que c'est le vieux qu'il y a dans le documentaire. Mais elles ont toutes eu des parcours très différents, des rapports très différents à leur identité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble parce qu'avant de m'intéresser à leur pratique, j'avais besoin de connaître leur parcours migratoire parce que là, il est question de diaspora. Pour le coup, il n'est pas question des Amazirs dans les pays, on va dire, originaires comme la Kabylie, mais plutôt de cette amazirité qui passe la Méditerranée et comment elle est transformée. Parce que ça peut, comme vous dites, heurter le fait qu'il y ait des choses qui aient changé, qui soient transcrites différemment, qui soient faites différemment. Par exemple, moi j'ai discuté pendant longtemps avec Raissa en lui disant mais tu mélanges plein de bijoux, il y a des bijoux tunisiens, il y a des bijoux marocains, comment tu fais pour créer tout ça? Et là elle me dit moi j'ai grandi avec des Algériens, des Tunisiens, donc en fait j'ai vécu mon amazirité pas territorialement mais en échange avec les gens, parce que de fait quand on grandit, elle pour le coup elle a grandi en cité en France, on grandit avec différentes identités. Donc en fait, il y a une nouvelle amazirité qui émerge et c'est ça que je voulais raconter avec le documentaire. C'est comment ces personnes-là qui ont eu une transmission éparse, d'une part parce que leurs parents ont dû faire des choix. Quand on immigre, on décide de transmettre une langue ou deux. La plupart du temps, c'est une seule. Et on va décider de transmettre, par exemple, la langue nationale parce qu'on a envie que les enfants s'intègrent avec les autres. Donc il y en a beaucoup qui dans le documentaire me parlaient aussi en off, j'en ai pas parlé dans le docu, mais qui me disaient qu'ils avaient ce regret de ne pas avoir eu la transmission de la langue, mais qui sont pas non plus en colère contre leurs parents parce qu'ils savent que c'était une décision plutôt utilitariste. Et aujourd'hui, ils vont beaucoup s'attacher à tout ce qui est esthétique, patrimoine immatériel ou alors même le patrimoine musical. Quand j'ai appris que Sarah elle a fait toute sa connaissance via WhatsApp, moi ça m'a fait rire, je me suis dit il faut vraiment que je le raconte parce que c'est hyper propre à cette génération. En fait comment déjà on essaie de récupérer un peu des bribes partout de cette histoire du patrimoine amazir. Donc comment et surtout après comment on la recrache d'une certaine manière, que ce soit via la création ou via juste son existence même. Neyra par exemple, cette artiste rappeuse, elle fait le choix dans un milieu comme le rap d'apparaître avec un tatouage très typique de sa communauté. C'est à la fois un signe distinctif, elle en est très fière, mais c'est aussi un peu le truc qui lui permet de se démarquer et de s'ancrer exactement. Et donc je trouvais ça vraiment génial parce que c'est à la fois ce truc de on veut conserver, on veut raconter via notre art, on veut s'ancrer, et en fait c'est ce mélange, ils ont réussi à vraiment faire ce truc, cette tambouille qui peut être vue comme du n'importe quoi par certains, mais aussi comme un moyen de créer une linéarité dans leur transmission et la conservation de leur patrimoine. Mais on voit bien dans toutes les personnes là dans le documentaire, avant que ça s'extériorise, cette transmission, elle est en eux, elle est en elles surtout. Ça veut dire qu'au départ, il y a bien une volonté de chacune que de vouloir retrouver ou se réapproprier ce qu'elles n'avaient pas et c'est qu'elles vont redécouvrir et après le faire ressortir. Donc ça part d'abord pas une volonté de dire je prends dans ma culture et hop je crée. Je prends parce que c'est important pour moi de prendre. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Une nécessité d'abord pour elles et ensuite parce qu'elles sont créatrices que ça ressorte. Oui, tout à fait. C'est vraiment elles ont toutes eu des questionnements internes. Il y a eu pour certaines des volontés d'effacement parce qu'elles avaient honte dans leur jeunesse. Et il y en a d'autres qui en fait à un moment
elles ont fait plein de choses. Par exemple, je prends l'exemple de Ray Saleh qui a fait des compétitions de danse au Japon, aux États-Unis. Elle a dansé toutes les danses possibles et imaginables. Elle s'est spécialisée dans le walking. Et après, elle s'est dit, mais en fait, c'est vrai que dans ma culture, il y a aussi des danses que je connais pas et il faut qu'en fait, je fasse ce chemin. Et c'est un chemin à la fois libérateur, mais aussi douloureux. Je pense que pour toutes ces personnes qui sont présentes dans le documentaire, elles sont dans cette phase de libération, elles se sentent bien, elles sont en accord avec elles-mêmes, et maintenant, elles arrivent à transmettre. Oui, par le passé, elles ont dû traverser des moments de questionnement, de remise en question, et c'est ce qu'elle dit à la fin, Cyclone, Sarah, quand elle dit on ne sait même plus se définir, est-ce qu'on est française d'origine, est-ce qu'on est amazir, est-ce qu'on est machin. Et moi je trouve ça super important en fait aussi de parler de ce chemin-là, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, par exemple, il y a on va dire un gap générationnel dans le sens où parfois on va dire... Ah, ça c'est quelque chose dont on a discuté avec Ray Saleh aussi en off. On n'a plus rien à prouver à partir d'un certain moment où on est de nationalité française, où on est dans une situation stable, qu'on a quitté la précarité due à l'immigration, des choses comme ça. Et du coup, on est dans une situation de privilège pour pouvoir réclamer son identité et dire à quiconque, ben oui, voilà qui je suis, si ça te dérange, c'est comme... Enfin, je m'en fiche en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas de nos parents. Enfin, je pense à mes parents particulièrement. Pendant longtemps, eux, ils sont cachés, ils n'ont pas voulu réclamer leur identité, et du coup, il y a eu cette déconnexion qui s'est faite. De fait, ils ont oublié certaines traditions, certains rites, et du coup, ils n'ont pas transmis. Et donc, moi, je vais chercher ailleurs avec ces artistes-là qui aujourd'hui font ce travail merveilleux. Je reviens vers vous sur ce travail justement de Achimir. C'était aussi important pour vous, de l'intérieur, justement, de vous sentir proche de ces chansons, de par votre histoire singulière, avant que vous nous la racontiez, que vous la preniez comme témoignage, comme support de mémoire de ce que sont les chansons. En fait, mon point de vue, c'est vraiment que le film m'a aidé aussi à me reconnecter. C'était une volonté que j'avais. Je vois toujours, c'est un peu rigolo, moi je vois le cinéma un peu comme les femmes voient le hachouir, c'est-à-dire que pour moi le cinéma c'est un moyen de guérir, c'est un moyen aussi d'extérioriser les choses. En tout cas, j'ai commencé mon geste cinématographique par ça. Et quand j'ai entendu parler de ce chant, ça a résonné en moi de par déjà ma culture. Ce que vous aviez pu entendre, peut-être. Alors voilà, et puis de par moi c'est au travers de ma mère, donc en plus de savoir que c'est les femmes qui chantent, et d'avoir envie de reconnecter à une culture effectivement que ma mère n'a pas forcément transmise, pas par manque de volonté totalement, mais parce que la vie, parce que elle arrivait en France, l'intégration, ma mère ne parlait même plus kabyle, donc elle ne pouvait même pas me le retransmettre. Ma mère n'est pas retournée en Algérie depuis des années. Et d'ailleurs, quand elle a vu mon film, pour la première fois, elle a dit « Ah, j'aimerais bien retourner en Algérie ». Et ça, pour moi, c'était une fierté. C'était « Ah bah, trop bien ». Elle voulait, elle gardait peut-être pas les mêmes souvenirs que moi de son passé, de ce pays. Et donc, quand j'ai compris ce qu'était Achouir pour les femmes, non seulement ça a résonné par ma mère, mais ça a aussi résonné individuellement pour moi ce qu'était le cinéma. En disant c'est marrant, moi j'utilise le cinéma exactement pour la même chose, pour extérioriser, pour raconter des souffrances, pour essayer de les embellir, pour essayer de les sublimer, pour finalement essayer de faire de redonner en fait des bonnes graines à des choses qui ont été peut-être mauvaises. Et donc ça a doublement résonné, et en faisant ce film, il y avait un double geste de réparation en moi qui était à la fois, je trouve que l'art comme catalyseur et comme extériorisation des émotions, il n'y a rien de plus beau. Et en plus, moi j'ai mis les pieds en Algérie pour la première fois, ma mère elle a envie d'y retourner. Et donc pour moi ce film c'était un peu un début. Et là j'ai encore envie d'aller plus loin. Voilà. Merci. On va donner la parole à la salle. En tout cas, merci de vos interventions, l'une et l'autre. Qui veut poser des questions? Moi, j'ai juste une petite question.
question Oui, ou je vous prends le micro. Bonjour, je suis Saouda. Je suis née à Alger. J'ai vécu les premières années en Kabylie, en petite Kabylie, comme disaient les Français, dans la région de Guéli, près de Aïri-Laï. Comme ça. Ouais, Je sais pas, je suis désolée. Ouais. Moi, je m'interrogeais sur la signification du mot Achewe. Pardon? Ah, voilà. Parce que, par exemple, moi, je me souviens de ma grand-mère qui disait, ou ma mère aussi, qui parlait, quand elle en avait vraiment gros sur la patate, quand elle avait beaucoup, elle disait, Ichor Achewe. C'est encore autre chose. Alors voilà, donc Voilà. C'est quand les femmes qui habitent portent des robes. c'est pour ça donc Mais ça fait du cœur et du plaisir. Ah ben voilà, donc c'est du côté du cœur, c'est du côté des voilà, de ce qui donne pardon, c'est du côté de ce qui donne vie, la vie. Voilà, c'est juste pour je voulais apporter ça et avoir votre avis et savoir si en fait ça résonne avec ce que vous étiez en train de décrire, le chant Achewe. Donc c'est la souffrance, c'est ça, c'est la résilience, c'est quoi? Alors, en fait, peut-être que des personnes qui parlent kabyle vont être vont apporter une plus grande connaissance. Non, mais ce serait intéressant, justement, là, je voyais que vous avez l'air, madame, de savoir beaucoup, ça va être très intéressant, justement. Comme je disais, de base, le chant, il était né dans cette volonté de, quand on faisait des travaux physiques, de se donner du courage en fait, c'était tellement éprouvant, enfin, la cueillette des oliviers, le tissage, tous ces travaux qui sont très physiques, finalement. On dirait pas comme ça, mais très physiques. Et c'était un moyen pour se donner du courage et un rythme, une chanson. Et petit à petit, ça s'est transformé en une volonté. À un moment, on a besoin d'exprimer quelque chose, et ben on le chante. Et moi, encore une fois, comme je vous dis, j'ai fait un an de recherche là-dessus. Les témoignages des femmes m'expliquaient que c'est parfois des choses où on peut tout dire dans le chant. Il n'y a aucun interdit, et c'est ça que je trouvais formidable, et c'est pour ça que je disais, pour moi, c'est un outil politique, au final, le chant. C'est que les femmes, en fait, elles exprimaient vraiment leur colère, elles pouvaient parfois même parler de leur belle famille, alors que c'était un petit peu tabou normalement. Enfin, vraiment, on peut se permettre tout ce qu'on veut, mais vu que c'est au travers du chant, vu que c'est autorisé, et ça reste au début intime, c'est-à-dire c'était les femmes qui chantaient pour elles-mêmes, c'est comme une thérapie en fait, c'est-à-dire il y a rien, je m'exprime. Et alors petit à petit, par peut-être l'arrivée de la radio, il y a plusieurs hypothèses, ça s'est un peu plus, on va dire, popularisé, c'est pour ça que l'air que vous entendez dans le film, il est connu. Mais les paroles sont les paroles de Wiza. C'est-à-dire c'est Wiza qui a écrit. C'est ça aussi la beauté, et ça c'est quelque chose que j'aimerais énormément explorer dans le long métrage. C'est le Ashwick, en fait, c'est une œuvre collective. C'est intime, mais c'est une œuvre collective dans le sens où ça vient des grands-mères, ça vient des arrière-grands-mères. On a parfois envie de mettre nos propres paroles, mais peut-être que la mélodie va être la même. Peut-être parfois même on va reprendre exactement le même chant parce qu'il résonne tellement avec ce qu'on vit. C'est un peu cette histoire aussi de tatouage. J'ai vraiment retrouvé une résonance. Parfois, on reprend exactement le tatouage de notre grand-mère parce que ça nous parle aussi de notre vécu. C'est pareil avec le chant. Et c'est très beau, et ça c'est quelque chose qu'en France, qui est très dur à comprendre, puisque les Français ils sont très... une œuvre, un artiste, c'est très compliqué à comprendre. Et c'est ça que je trouve très beau avec ce chant, c'est que justement ça nous permet d'explorer de manière plus trouble justement cette culture orale en fait. Est-ce que c'est une œuvre, est-ce que c'est une œuvre multiple, mais en tout cas de base le geste est le même, c'est en fait j'ai besoin d'exprimer quelque chose. Et c'est au travers de la voix que je vais le faire. Et cette voix, en fait, elle va être portée par mes ancêtres et peut-être même par les futures générations. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois comme une sorte de grande lignée qui, après, les mots peuvent changer, la mélodie aussi, mais le geste reste le même, que ce soit de sa naissance à sa... Voilà. D'autres questions? Oui, peut-être.
il y en aura une. Au mot précisément. Azul Lahout. Avant de poser la question, moi j'ai vécu un yo-yo émotionnel impressionnant en fait dès la première seconde de votre film, parce que ça résonne énormément en moi, même si je n'ai appris aucun Ashouek, mais c'est vrai qu'on a grandi là-dedans. Pour expliquer un petit peu, même pas pour expliquer parce que je suis ni anthropologue ni je suis un peu socio, mais je ne suis pas experte là-dedans, c'est du vécu. Et Shouerkom, en effet, c'est des moments où on va dire les choses généralement qui se font mal. D'ailleurs, on le voit sur le visage de ces dames quand elles pleuraient. Ça va chercher très très loin. Il n'y a pas d'écriture, généralement c'est des femmes qui ne savaient pas écrire, c'est des femmes qui n'ont pas été à l'école. Donc la seule manière d'exprimer son émotion, la seule manière d'exprimer tout simplement son vécu, de dire qu'il y en a marre, en réalité c'est avec Ashouer. Il y a d'autres méthodes, par exemple on dit Asvora quand pendant les fêtes, par exemple pour la cérémonie du henné et tout ça, il y a un autre modèle de poésie, on va dire ça comme ça, pour faire vite, qui s'appelle par exemple Asvora. Enfin, j'étais vraiment tout au long de votre documentaire ou film, je ne sais pas comment vous l'appelez, j'ai vraiment été portée par ça et j'étais impressionnée parce qu'en plus vous dites, au départ je ne savais pas que vous ne compreniez pas, enfin je pense que vous ne comprenez pas le kabyle. Non. Pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est impressionnant d'avoir réussi à rendre compte aussi finement, aussi fidèlement, d'avoir réussi à rentrer dans l'intimité de ces femmes et qu'elles se laissent filmer dans cette intimité-là et dans cette douleur-là, parce que la plupart en ont pleuré. Et je te rejoins complètement, Samia, même celle qui fait la bouffonne un petit peu, qui fait ses sketchs, on sent bien qu'il y a une douleur très très profonde et que c'est une façon comme une autre de s'extraire en fait de ça. Sur cette recherche identitaire cette recherche identitaire, c'est même pas, je crois, une recherche identitaire sur ce qui je suis, hein, parce que vous le dites toutes les deux dans vos documentaires, je les trouve vraiment très très complémentaires. C'est comment être aligné, comment aller chercher une partie de soi en fait. Il y en a une, sa maman est kabyle, même si elle ne parle pas kabyle. Il y en a une autre, elle est ancrée ici. Je pense que ça pose vraiment la question en effet de qui je suis, comment je me définis. Une identité, on ne s'y enferme pas, c'est pas une prison. Une identité, elle évolue tous les jours, grâce à des rencontres, grâce à des mélanges, et encore heureux. Mais aujourd'hui, c'est comment être en effet aligné. J'ai beaucoup aimé l'image du tatouage de cette jeune fille que j'ai trouvée extravagante et extraordinaire. C'est juste aujourd'hui comment je peux exister ici, entièrement ici. Enfin, je veux dire, la question se pose même pour moi qui suis venue à 31 ans dans ce pays. Et comment garder, comment être fier en fait de ce que nous avons été, comment en finir avec l'omerta des parents ou des grands-parents qui, pour finalement exister ou même survivre, c'est même pas exister, je crois que c'est même pas la notion d'existence pour les parents et les grands-parents, c'est juste comment survivre dans un autre environnement. Et pour vous, cette nouvelle génération qui est complètement ici, c'est comment en fait garder ce lien-là, mais qui ne soit pas non plus quelque chose d'enfermant, quoi. C'est pas évident à vivre. Mais vraiment, vos deux documentaires, moi, m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Et je pense que pour les associations de culture, notamment l'association de culture berbère, hein, il y a du travail par rapport à cette nouvelle génération, parce que en tout cas l'image de l'immigration a énormément changé. Les enfants, deuxième, troisième, quatrième génération a beaucoup changé. Et on a beaucoup d'intérêt à avoir des documentaires comme les vôtres et à soutenir des initiatives comme ça, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Merci infiniment en tout cas. Merci. Il y a une question pour vous. Il y a une question dans le fond, là, non on va vous donner le micro. Alors, je suis arrivée très en retard, donc je n'ai pas pu... Merci. Je suis arrivée en retard, je n'ai donc pas pu voir le documentaire et je suis très émue. J'aimerais bien d'ailleurs savoir s'il est possible de le revoir.
Et sinon, effectivement, alors, Ashwir, je ne connais pas du tout cette expression-là, donc c'était aussi pour savoir où ce documentaire a été tourné. En revanche, effectivement, Avkar, ou alors ce que vient d'utiliser le terme Asbora, et effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment en Kabylie. Donc ma mère, effectivement, chantait très régulièrement, surtout quand elle était triste. Oui, c'est plus des lamentations, en quelque sorte des lamentations, en fin de compte. Et donc voilà, donc je voulais savoir où ça avait été tourné, s'il était possible de revoir ce documentaire pour en savoir un peu plus. Voilà. Et sinon, pour ce qui est de la collègue qui vous parlait des chiouirs, les chiouirs, en fait, c'est une espèce de poche que les femmes font avec leur robe en attachant leur ceinture, puisqu'elles n'ont pas de sac en Kabylie, et où elles mettent un peu tout ce que nous on met dans notre sac, un mouchoir, voilà, ce qu'on veut, quoi. Même des fruits quand on fait une cueillette un peu sur le chemin. Et donc, sur les chiouirs, c'est qu'en gros, c'est tellement plein que. Voilà. Ça, c'est ça. Donc, ça rentre en résonance avec. Justement, est-ce que quelqu'un sait. Oui, bon, physiquement, effectivement, chez eux. Mais plein de dos. Il y en a qui ont plein de dos, elles ont plein de... Psychologiquement, ça les portait aussi. Voilà. Est-ce que justement quelqu'un connaît vraiment parce que moi, de ce que j'ai de mes recherches, c'est un peu intraduisible, Ashwik. C'est-à-dire c'est un terme qu'on ne peut pas traduire. On peut le référencer comme les joutes verbales, c'est-à-dire c'est un... Mais est-ce que quelqu'un peut-être qui a une connaissance de la langue saurait peut-être trouver un peu d'où vient ce mot étymologiquement? J'ai pas trouvé ça. Oui. J'ai regardé dans un dictionnaire. Ouais. Même si c'est pas un mot c'est un mot que voilà, qu'on entend, c'est un genre poétique. Comme tu disais, il y a Galar Ahiha, etc. Plusieurs genres poétiques. C'est peut-être le plus connu d'ailleurs, Ashwir. Ouais. C'est même une façon parfois pudique de dire chanter, parce que Ashwir, c'est ça passe mieux. Alors que chanter, c'est un peu tabou. Vous disiez d'ailleurs au début que c'est à l'origine c'était féminin, mais maintenant ça s'est démocratisé. Tout le monde fait des Ashwir et de manière beaucoup moins intimiste. Qu'avant, et donc le dictionnaire dit, et donc c'est pas du tout la même racine qu'Ishiwi, mais c'est une coïncidence phonétique je pense, et Ashwar c'est chanter, passer par et partir. Donc c'est un des dictionnaires, c'est le dictionnaire d'Alé que nous avons, voilà, et c'est ça, donc c'est chanter. Après je pense que la coïncidence avec Ishiwi que vous avez illustré est très bien définie. Alors, je vais vous le montrer. Parce qu'aujourd'hui, je porte la robe des vieilles. Donc, et chez Win, nos vieilles, elles avaient ça. Donc, elles ont exactement la même chose. Mais elles soulèvent un peu Alors, plus le Non, c'est bon. Donc, c'est ça. Mais il faut le remonter. Parce qu'on n'a pas... Les mains doivent être libres. On ne peut pas s'encombrer de tout ça. Je pourrais d'ailleurs maintenant. Et donc, on met tout ça ici. Voilà. Alors quand tu fais un demi-tour, Ça ne peut pas tomber. Donc ici, la salamette. Selma, tu fais un demi-tour pour nous là. Je vais le cacher. Selma, tu veux raconter la blague? Je sais. Démonstration. Donc c'est ça, Ishiwi, juste pour que vous sachiez. Ça permet vraiment d'avoir les mains libres pour les femmes qui doivent, si elles doivent acheter un truc, elles le mettent là. Si elles ramènent pour son enfant un fruit du champ, elle va le mettre là. Bon, on évite les œufs quand même parce que c'est pas grave. Mais voilà, c'est un peu ce qui remplace un sac moderne. Voilà, Mais je rejoins le propos de madame, je ne connais pas le prénom, Salma, sur la complémentarité de films documentaires qui sont absolument remarquables, qui m'ont appris en ce qui me concerne des choses, parce que j'ignorais qu'il y avait cette démarche de la part de la jeunesse, c'est vraiment remarquable, et qui m'a, et en ce qui me concerne le vôtre, qui m'a énormément inspiré, et qui m'a replongé aussi dans une atmosphère. Voilà, plein d'émotions. On va prendre encore une ou deux questions pour poursuivre cette rencontre avec ces beaux documentaires. Alors, moi j'ai une question par rapport à votre film en Kabylie. C'est une question que je pose toujours à Malik quand il revient d'un film documentaire. C'était quelles sont les difficultés et les facilitateurs ou les éléments qui vous ont facilité ce travail, parce qu'effectivement de rentrer dans cette intimité de cette manière-là, c'est vraiment formidable. Qu'est-ce que voilà, comment et puis
par rapport à une autre... Enfin, je me suis fait la réflexion en regardant aujourd'hui les films et les films qu'on avait vus hier à Mustapha. Et je me disais finalement, pour le printemps des libertés, rien de mieux que l'art. Parce que finalement, c'est pour la liberté, vous le disiez très joliment, l'art est l'allié de la liberté. C'est deux amis. Et on le voit, c'est une liberté d'abord individuelle, de s'exprimer, que ce soit à travers les arts, que ce soit le tatouage, etc. Ou aussi de faire passer des messages. Et j'ai une deuxième question pour toi, Mustapha, si tu veux. Il voulait se cacher derrière. Ouais, mais ça ne m'échappera pas. C'était par rapport à ton choix de tous ces films, en fait, finalement, il y a une thématique récurrente qui revient, c'est l'art, la femme. On a beaucoup, enfin voilà, c'est vraiment les deux grandes thématiques, et évidemment la liberté. Qu'est-ce que tu... Et puis aussi, un autre point commun, c'est que les réalisateurs sont quasiment tous, il y a beaucoup de femmes, et de la nouvelle génération, des jeunes, de moins de 40 ans. Bien vu. Des jeunes, mais puis des 40 ans. Qui ont 40 ans d'expérience. Voilà. Donc, comment tu expliques en fait cet engouement? Est-ce que c'est une trend? C'est-à-dire une tendance. Ah, c'est une question, Mustapha? Oui. Est-ce que tu trouves que c'est une trend? C'est-à-dire tendance, effectivement. Est-ce que c'était la private joke? Voilà, comment tu trouves, comment tu expliques en fait est-ce que c'est un choix délibéré de ta part? Voilà, c'était ma deuxième partie. On va laisser répondre Elena, mais je ne fais rien au hasard. Alors sur la question des difficultés et des éléments qui ont facilité les choses, déjà moi il y avait quelque chose qui m'a énormément facilité, c'est que j'étais dans une institution qui s'appelle Le Frénois, qui a aidé à la production de ce film, et en même temps j'avais aussi une société de production en Algérie qui s'appelle Alpha Tango Studio, qui m'a aidé rien qu'à avoir par exemple des autorisations de tournage, rien que pouvoir faire mon visa, parce que moi du coup j'ai pas encore la nationalité. Du coup tout ça a aidé à ce que je puisse y aller et y aller sereinement, parce que c'est pas forcément évident d'avoir, même si j'avais une petite caméra, c'est pas forcément évident d'avoir une petite caméra en Algérie si on n'a pas d'autorisation de tournage. Après, ce qui a aussi facilité, c'était tout ce travail en amont que j'avais fait pendant 1 an, où j'avais rencontré, j'étais allée dans des associations culturelles qui s'intéressaient aux Amaziens. Donc j'avais fait tout un travail, j'étais allée à des marches, j'étais allée rencontrer des femmes qui chantaient, des chanteuses déjà qui m'ont donné énormément dans leurs témoignages, qui m'ont permis en fait avant même d'arriver sur place de vraiment savoir ce qu'était Ashwick et d'essayer vraiment au mieux d'être le plus sincère et le plus juste avec ce geste-là que les femmes faisaient. Et en arrivant, je crois qu'aussi ce qui a aidé, c'était de dire tout simplement, ma grand-mère, elle a vécu ici, elle habitait à quelques kilomètres de Tizi Ouzou, et puis ça a aidé tout de suite. Bien évidemment, les gens étaient super contents que je revienne en Algérie. Ils étaient très fiers et ça a aussi ouvert des portes, je pense. C'est-à-dire, je pense que les gens de voir que j'étais la petite fille Enfin, j'aurais pu être leur petite fille finalement, parce que c'était un peu ça le lien qui s'est créé dans le film. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu le sentiment de retrouver une famille en fait. Mais il y a une dame qui a dit c'est la petite fille. Oui, ouais. Et puis voilà, c'est ça, oui, on s'appelait vraiment aussi. Moi j'avais le sentiment de retrouver une famille, donc ça a créé beaucoup de liens. La difficulté, je pense qu'effectivement, moi j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir parler la langue, parce que Ouisa parle un peu français, comme on peut le voir, mais Taos par exemple, qui est sa maman, ne parlait pas du tout français. Mais étrangement, ça ne nous empêchait pas de communiquer. C'est là aussi où j'ai retrouvé. Ma grand-mère parlait pas français. Et c'est là aussi où j'ai retrouvé un peu justement ce côté familial. Je parlais du coup pas du tout la même langue que ma grand-mère. Et je parlais pas la même langue que Taos. Et pourtant, ouais. Ça passait. Et ça passait. Et des moments, je me retrouvais toute seule avec Taos parce que Ouisa partait faire des courses. Et on parlait. Et puis on parlait pas du tout la même chose. Vraiment rien à voir. Mais on communiquait, on rigolait. Et en fait, c'est un lien que j'ai trouvé très beau parce que moi, ça m'a rappelé des souvenirs aussi familiaux. Mais j'ai regretté, donc j'ai aussi voulu prendre des cours de kabyle, j'ai commencé, c'est très dur. Très dur. Vous suivez ici? Oui, j'aimerais beaucoup. C'est un peu l'objectif. Et la difficulté aussi, je crois, c'est d'être... en fait, dans le film, c'était important pour moi qu'on soit
avec les femmes et qu'on ne soit pas en regard de ces femmes. Vraiment, moi, c'est dans le cinéma, c'est quelque chose qui me... Peut-être qu'il y a des très beaux films, mais en tout cas, moi, c'est pas les films qui me touchent. Les films qui me touchent, c'est à partir du moment où on est avec les personnages, on ressent ce qu'ils ressentent, on est avec eux, et pas quand on est en regard de ce qui se passe et de ce qu'ils font. On n'est pas voyeuriste. Moi, c'était très important pour moi. Et ça, c'est à la fois une force, parce que du coup, j'ai eu un lien et une connexion avec ces femmes, et en même temps, ça a demandé un investissement de ma part, qui, je pense, était... parce que je n'ai pas été que dans ce village, j'ai été dans beaucoup d'autres villages, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. Et c'est vrai que, à force de se faire, j'ai l'impression aussi que parfois, on se fatigue beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert, parce que pour ce film... Ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas non plus. Moi, j'ai pas du tout gagné d'argent par rapport à ce film. J'étais dans une école, j'ai pas eu de rémunération. Donc, en fait, tout le travail qui a été fait, finalement, c'est du travail bénévole. En fait, ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas parce que le film tourne en festival, mais on ne gagne pas d'argent quand on fait des festivals. Et ça a été un investissement aussi pour moi très en termes d'énergie. Et c'est pour ça que là, pour le long métrage, je vais essayer de penser les choses de manière plus, on va dire, professionnelle aussi. Le terme est peut-être mal agencé, mais voilà, essayer d'avoir vraiment de l'argent dès qu'on commence le tournage, d'essayer d'avoir ces données-là. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'a coûté et qui coûte beaucoup de réalisateurs, je pense, de s'investir énormément. Et voilà. Mais tout ce que ça m'a apporté est tellement plus grand. Enfin, en fait, moi, les difficultés à côté, c'était tellement génial et beau et humainement parlant, et même tout ce que ça produit après, en fait, c'est trop beau. Enfin, moi, j'ai des gens du monde entier qui ont vu ce film, du coup, pour les festivals de Macédoine du Nord qui me disent on dirait mes grands-mères. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique, c'est quand elle dit Amazir, en fait, c'est une identité plurielle, et on est différents, on est plusieurs, et on s'accepte. Et ça, je l'ai retrouvé dans certains pays, donc en Macédoine du Nord, au Portugal, des personnes qui me disaient là, je vois mes grands-mères, et c'est pas du tout la même langue, mais c'est exactement la même souffrance, le même principe. Et j'ai trouvé ça tellement beau de me dire, en fait, c'est ça, c'est universel finalement, ces choses-là. Ça paraît très identitaire, mais en fait, ça parle à énormément de monde qui ne sont pas kabyles, qui ne sont pas algériens, et c'est ça qui est beau en fait. Merci, ce sera les mots de la fin. Merci de cette rencontre. Il n'a pas répondu. Merci d'avoir été là, mais il va répondre. Et puis après, on va continuer notre rencontre là-haut. Oui, ça part Zoom. Vous voulez pas poser une question ? Juste, très rapidement, parce que la question, c'est le pourquoi du comment. D'abord, je voudrais remercier les réalisatrices d'abord pour leur présence, pour leur film, pour un aspect bien particulier en plus, c'est qu'effectivement vous apportez de la création, du dynamisme culturel, mais il faut le dire de manière tout à fait associative, vous nous avez permis de projeter vos films complètement gratuitement, et c'est important pour la vie associative, donc vous participez aussi de cette dynamique. À ce propos aussi, je voudrais, Jean, si tu as un moment pour répondre à une question supplémentaire, si ça me le permet, parce qu'apparemment c'est difficile, juste nous parler de ton travail associatif et des rendez-vous que tu donnes régulièrement. Je pense que je ne sais pas si c'est un rendez-vous associatif annuel, mais et le pourquoi du comment de ce travail associatif. Alors pour essayer de répondre à ta question qui est piégeante, bien sûr qu'elle est faite au hasard, c'est-à-dire que c'est pas 40 ans qu'on a, nous. Nous sommes des dinosaures qui sommes là depuis les années 80. Et il y a une question majeure qui se pose pour nous, c'est essayer de donner rendez-vous à de nouvelles générations. 2, c'est de donner rendez-vous effectivement aux thèmes d'aujourd'hui, qui ne sont pas ceux des années 80. L'environnement, la question de la place et de la situation de la femme, la question de la culturelle au premier chef, puisque on se targue d'être une association culturelle, donc la culture, la poésie. Tout à l'heure, on va recevoir Aurélien Barraud, astrophysicien très engagé sur la question environnementale, civilisationnelle, mais il l'aborde aussi, indépendamment de ses qualités professionnelles, etc., à travers la poésie. Donc, culture, thématique, générationnelle. Donc, le choix des conférences, des conférenciers, le choix des films, et parfois même, à notre grande et heureuse surprise, sont exactement dans cette lignée. Et j'ai cité dans un texte de présentation, effectivement, le propos de la jeune chanteuse qui nous dit que d'Amazir, toi Amazir, c'est la liberté, c'est un thème politique. C'est ce qu'on essaye de faire, mais aujourd'hui et actuellement,
en essayant d'être en phase, ou en tout cas c'était en phase parce que maintenant vous parlez anglais, etc. Donc c'est difficile d'être en phase avec les jeunes. Mais enfin, alors, en plus en termes de vocabulaire, j'ai été largué. Dans le documentaire, j'ai été largué. Mais on essaie quand même d'être en phase, en tout cas d'être en phase d'être à l'écoute et puis surtout d'établir des partenariats. Voilà, pour être assez synthétique. Donc juste la réponse à Jean, si ça même ça vous le permet, bien entendu, travail associatif. Merci. Merci Mustapha, et d'ailleurs merci aussi de nous avoir invités toutes les deux. Enfin, on est tout le temps. Je suis trop contente de voir que des gens justement qui ne sont pas de la même génération s'intéressent aussi à ce qu'on fait. Non, ça se voit pas du tout. C'est quoi votre crème solaire? C'est la mélanine. On a grave de la chance, mais. Non, mais parce que c'est quelque chose qui est important aussi. Enfin, le fait que vous vous intéressiez à ce que les jeunes font, c'est trop bien. Pour répondre donc à votre question, moi je suis journaliste, donc je travaille pour Arte, mais à côté j'ai une association qui s'appelle Archive, et j'ai fondé cette association en 2021. L'objectif de cette association, c'est d'organiser un festival chaque année qui réunit différents artistes de différentes diasporas. On vise surtout des diasporas post-coloniales, donc qu'elles soient d'Asie du Sud-Est, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord. Le but, c'est d'aller chercher ces artistes qui sont implantés en France, mais qui ont un héritage culturel ou biculturel, et qui essayent en fait d'infuser cet héritage dans leur travail, et qui aujourd'hui on retrouve dans plein d'événements culturels. Donc là en ce moment il y a la Biennale de Venise. Je crois qu'il y a 2 ans il y avait une artiste britannico-algéroise qui a reçu un prix, et je trouve ça super que sur la scène internationale on voit comment en fait ces identités hybrides impactent en fait le patrimoine national des pays d'accueil. Parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, la France l'oublie souvent, c'est qu'on apporte énormément aussi sur le point de vue artistique, et c'est ça en fait qui anime l'association que j'ai fondée, Archive, c'est de visibiliser les liens et l'impact qu'on a à l'échelle du patrimoine. Et par exemple, Elena, toi, j'aurais très bien pu t'inviter pour projeter ton film au cours du festival. On invite plein d'artistes. Peut-être pour le long métrage. Ouais, j'espère. On garde contact. Que ce soit des photographes, des artistes plasticiens, des réalisateurs, réalisatrices, des activistes culturels, on réunit tous ces gens-là le temps de 2 journées très intenses, et on discute de plein de choses qui nous intéressent et surtout de leur processus créatif. Comment ça s'écrit, Archive? Archive, ça s'écrit art au pluriel, et Chive, C-H-I-V-E-S. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram. C'est quand le festival? Cette année, on n'a pas de date, mais l'année prochaine, on en aura une. Alors rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Merci à vous, merci encore. Beaucoup, merci.